Salut la compagnie, dans cette vidéo, je vais vous montrer où trouver des morilles. Je vais vous donner ma meilleure technique étape par étape, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne manquer aucune étape et ensuite trouver des kilos de morilles. Allez, générique! Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous dire où trouver des morilles, donc comment trouver des morilles étape par étape, et je vais vous donner tous mes conseils et mes astuces. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou si vous avez même des recommandations ou même des suggestions. Première étape, il va falloir trouver un sol calcaire, drainé et non argileux. Donc allez, c'est parti, je vais vous donner plein de techniques pour reconnaître un sol calcaire. Pour trouver un sol calcaire, plusieurs solutions. La première, ça va être de trouver des cartes géologiques de votre région. Donc en tapant sur internet, on peut facilement trouver, ou alors dans des livres, dans des atlas, bref. Donc sur internet, vous tapez carte géologique de France, si vous habitez en France, et vous cherchez la zone calcaire la plus proche de chez vous. Une autre solution, si vous connaissez un petit peu la géologie, ça va être d'analyser un peu le sol, car certaines personnes, directement au toucher ou en observant, ils peuvent reconnaître que c'est un sol argileux, un sol calcaire ou bref, un autre sol. Mais alors le sol calcaire, ce qu'on peut parfois voir, ça va être des petits cailloux blancs, des petits cailloux de calcaire du coup. Et donc si vous en trouvez, il y a souvent moyen que ça soit un sol calcaire. Quatrième technique, ça va être d'analyser les plantes qu'on peut trouver sur le sol, car il y a des plantes qui poussent spécifiquement sur le sol calcaire et qui par exemple ne supportent pas le sol acide. Donc allez, c'est parti, je vous montre toutes les plantes qu'on peut trouver sur sol calcaire. Donc je vais vous donner des plantes qui indiquent le sol calcaire, le sol dont la morille a besoin. Mais attention, il y a aussi des plantes qu'il faut absolument éviter. Si vous en voyez, ça ne sert à rien de fouiller, comme la fougère, le genêt, la bruyère et la myrtille. Donc premièrement, on a la primevère officinale, que certains appellent aussi le coucou, qui fait des grands épis de plus ou moins 20 cm avec des fleurs jaunes. Ensuite, on a la ficaire, qui fait des petites fleurs jaunes. Ensuite, on a le groseillier sauvage, qui fait des groseilles d'ailleurs. Ensuite, la mercuriale vivace. L'orchidée mâle qui fait des épis de fleurs roses, c'est vraiment beau. La pervenche qui fait des petites fleurs mauves. L'arôme tacheté qui parfois peut être sans tache. Le forbe des bois. L'élébore fétide. L'ail des ours, et oui, le fameux œil des ours qui est vraiment délicieux. L'anémone des bois qui fait des petites fleurs blanches, la parisette à 4 feuilles, qui comme dit son prénom, elle a 4 feuilles, le lierre rampant, ça on en voit vraiment partout, hein. Regardez là, il y en a plein, la spirule odorante, on en fait du métrangle, dans ma région plus ou moins, le lierre terrestre, et le lamier pourpre. Attention par contre, si vous trouvez qu'une seule plante sur le sol, ça ne veut pas forcément dire que c'est un sol calcaire, car par exemple on a ici le lierre, qui lui il peut pousser sur le sol acide, mais aussi sur un sol calcaire, donc il peut pousser sur plusieurs sols. Mais par contre si vous trouvez par exemple 3, 4, voire 5 plantes, ça veut sûrement dire que c'est un sol calcaire alors. Donc regardez, je fais l'exercice avec vous. Pour trouver un sol calcaire, du coup là j'essaye de chercher un sol calcaire, et j'ai remarqué des groseilliers sauvages, du lierre rampant. Un peu plus loin, j'ai remarqué aussi de l'arôme, de la ficaire. Donc je commence à être sur vraiment un bon coin, parce que ça fait déjà 4 plantes qui poussent sur ce coin. Et je sais qu'il y en a bien plus, comme la primevère, mais ça, elle n'est pas encore assez développée pour que je puisse vous la montrer. Donc première plante que je trouve très souvent sur les sols calcaires, l'arôme tacheté. Ensuite, la ficaire, avec ses feuilles comme on voit là, et avec ses fleurs jaunes. Et on la reconnaît très facilement avec ses petites bubilles. Ensuite, on a le groseillier sauvage, comme on peut le voir là. Donc ça, j'en croise fréquemment aussi sur les sols calcaires. Donc regardez là, il va commencer à s'ouvrir.
Donc le groseillier sauvage, là il commence vraiment à s'ouvrir, on voit les feuilles. Donc ici encore de l'arôme, de la ficaire. Là on a les groseilliers, donc c'est vraiment un bon sol. On va continuer, voir si on peut trouver d'autres plantes. Regardez là, encore de l'arôme, juste ici. Il y en a encore là derrière. Et d'ailleurs, il y a même un petit ruisseau. C'est vraiment parfait pour apporter un petit peu d'humidité. Pas besoin d'un torrent, mais juste un petit peu d'humidité, c'est parfait. Pour pas qu'il fasse trop sec. Donc comme je l'ai dit, il y a les plantes qui peuvent indiquer un sol calcaire, donc un sol typique à la morie. Mais il y a aussi d'autres champignons qui peuvent nous dire qu'on pourrait être en présence de morie. Donc premièrement, on a la Pézis écarlate, qu'on trouve généralement en début de saison. Ensuite, on va avoir la Pézis veinée, qu'on trouve plus ou moins en même temps que les mories. Et ensuite, plus ou moins en fin de saison, on va trouver le tricolome de la Saint-Georges. Et ben regardez, ici j'ai de la chance, il y a plein de Pézis écarlates. Il y en a encore là, ici, là, là. Donc il y en a vraiment partout. Ça indique qu'on est sûrement sur un sol à morie. On a une ici, plein là, 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 encore une là. Bref, il y en a plein partout. Donc maintenant qu'on a trouvé le sol calcaire, la prochaine étape, ça va être de trouver les bons arbres. Car la morie a vraiment des arbres qu'elle préfère. L'arbre numéro 1 pour trouver la morie, ça va être le frêne. Donc un truc typique, c'est qu'il a ses branches qui filent vers le haut. Donc regardez là, elle file vraiment vers le haut. On peut voir que son écorce est un petit peu crevassée quand il est âgé, mais bon, pas autant que le chêne. Et quand elle est jeune, elle est un petit peu verte et assez lisse. Et un truc vraiment typique au frêne, c'est qu'en hiver, il va avoir des bourgeons noirs. Donc ça, c'est vraiment caractéristique au frêne. Ensuite, le deuxième arbre, ça va être le noisetier. Donc ici, on peut voir qu'il va avoir un multitronc. Donc on dit que c'est un arbrisseau. Regardez, il y a plein de troncs qui partent à la base. Et donc, il va être généralement assez petit. Ensuite, l'arbre numéro 3, ça va être le merisier. Donc on le reconnaît facilement avec les lenticelles, les lignes horizontales qu'on peut voir ici. Ce sont entre guillemets des pores, donc c'est ce qui va permettre l'échange de matière donc avec l'air. Je dirais que le quatrième arbre que la morie affectionne, ça va être le charme. Donc on peut voir son tronc, il va avoir des lignes assez caractéristiques et on dit qu'il est assez cannelé. Donc on peut le voir, il est vraiment cannelé. Et aussi ce qu'on peut voir, c'est qu'il va avoir un tronc vraiment sinueux. Regardez la forme qu'il a. C'est assez typique, hein, on ne voit pas tous les arbres comme ça. Généralement, les arbres sont assez droits, comme ce merisier. Et donc, on peut voir, là, il a encore des feuilles. Et ces feuilles, elles vont être comme ça. Et donc, elles ont des dents. Ensuite, les arbres à peu près les moins importants, ça va être l'orme. Mais lui, malheureusement, il n'y en a presque plus dans ma région. Quelques-uns qui sont encore en montagne. Ensuite, le tilleul, le tremble, l'épicéa, le sorbier, l'érable et le pommier. Donc en gros, les arbres à sève sucrée, parce qu'en fait, la morie, elle pousse grâce à la sève des arbres. Donc la sève sucrée qui va se libérer avec les racines au printemps. Donc par exemple, si vous trouvez un endroit où il y a plein de taupes, ça peut être bon pour la morie, parce que ça veut dire que la taupe a peut-être cassé des racines sur son passage. Donc la morie, elle va utiliser ce sucre pour pousser. Et d'ailleurs, ça peut être pareil avec les sangliers. Comme la morie aime le sucre, on peut parfois faire de belles trouvailles dans les anciens vergers, là où il y a plein de fruits qui sont tombés, qui ont libéré du sucre. Ensuite, une fois qu'on a le bon sol, donc le sol calcaire, une fois qu'on a les bons arbres, donc principalement plutôt le frêne, le merisier, le charme et le noisetier. Donc si vous trouvez ces arbres-là, en priorité le frêne bien sûr, et ben après il suffit juste de trouver le bon moment. Et donc le bon moment, si vous ne le savez pas, la morie c'est un champignon qui pousse au printemps. Et oui, elle pousse pas à l'automne comme le cèpe, les chanterelles, les girolles, elle pousse bien au printemps. Et donc on peut les trouver vers mars quand la saison commence assez tôt. Et on peut les trouver jusqu'à mai, voire parfois début juin quand la saison est assez tardive.
Un autre truc auquel il va falloir faire attention, ça va être l'exposition. Car comme on sort de l'hiver, la morie elle pousse au printemps, du coup les sols sont assez froids. Donc alors on va privilégier l'exposition sud, là où les sols se seront réchauffés en premier. Et ensuite, plus tard dans la saison, en fin de saison, on va finir en exposition nord. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, j'ai encore quelques conseils bonus à vous donner. Donc comme je vous l'ai dit, la morie pousse sous les frênes, prioritairement, sur un sol calcaire, bref voilà. Mais en fait, il y a d'autres endroits spécifiques où la morie peut pousser. Donc premièrement, dans les endroits spécifiques, on va trouver les feux de forêt. Ça c'est surtout au Canada. Mais du coup, en fait, ce qui se passe sur les feux de forêt, c'est que les cendres vont enrichir le sol en calcium, en silicium et en diverses choses. Et en plus, le feu, du coup, il va brûler toute concurrence. Il y aura presque plus de concurrence. Il y aura 2-3 petites herbes et encore. Et du coup, ça c'est vraiment un bon endroit. Mais bon, c'est surtout du coup au Canada. Et ça, c'est très connu, on appelle ça la morie de feu. Et du coup, là-bas, on en trouve partout. Mais par chez nous, ça peut aussi se faire si vous avez connu un petit peu des incendies par chez vous, ou même des petits feux de camp faits par les scouts, on peut trouver des mories. Ensuite, on peut surveiller les mises à blanc, car quand les machines ont coupé les branches, les sucres, ils ont cassé les racines, du coup, tout le sucre qui était contenu dans ces branches, dans ces arbres, ils se sont libérés dans le sol. Donc comme le sol était retourné par les machines, tout ça, c'est vraiment super. Et en plus, comme elles sont passées, tout ça, toutes les concurrences végétales se sont faites écraser, retourner. Donc il y a énormément de plantes qui ont disparu. Donc il y a presque plus de concurrence, comme les incendies, c'est pareil. Et donc malheureusement, ça c'est l'explosion quand ça se passe. Mais ça ne dure qu'1 an, voire 2 ans maximum. Donc par exemple, si vous avez une coupe au printemps de cette année, l'année prochaine, ça pourrait être bien d'y aller. Un autre endroit à regarder, ça va être les bordures de chemin, car lors du passage de l'homme, avec les machines, avec les vélos, les marcheurs, et même parfois des animaux, les chiens et tout ça, les racines peuvent être abîmées, et donc elles vont libérer du sucre dans le sol, et donc ça peut faire un peu le même effet que la zone qui a été mise à blanc. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et si tu as d'autres questions, des suggestions, n'hésite pas en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Allez, salut et bonne cueillette!